Alors de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler de l'Égypte, de Moubarak. Moubarak dans sa civière, c'était au début de la semaine, avec ce procès encore renvoyé. Et puis de l'Égypte en fin de semaine, avec cette escalade inquiétante entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Et il y a un lien direct puisque c'est la sécurité dans le Sinaï qui ne semble plus assurée. Nous allons parler aussi de deux dictateurs comment dirais-je, en sursis avec un point d'interrogation d'Assad et de Kadhafi. En tout cas pour Kadhafi, les rebelles semblent bien en train de progresser à grande vitesse vers Tripoli. Nous allons parler de Benoît XVI. Benoît XVI et les catholiques sont-ils encore en odeur de sainteté en Espagne? Parce que là, il y a eu des scènes de chahut assez incroyables réservées à l'arrivée du pape pour les JMJ. Et nous allons évidemment, comment l'oublier, parler de la crise de l'euro, la crise de la dette, les inquiétudes sur la croissance avec cette semaine Sarkozy et Merkel au chevet de l'euro. Alors la première question que je vais poser à nos invités, c'est ont-ils apporté la bonne réponse à cette crise de l'euro? Nos invités pour commenter l'actualité, c'est cette semaine Dominique Lagarde, grand reporter à l'Express, Anne Bagameri, comment dit-on, senior editor, on pourrait dire rédacteur en chef Non, on dit chef de service. Chef de service à l'International Herald Tribune. Philippe Cohen, rédacteur en chef, ça c'est plus facile à dire, à Marianne, et Claude Askolovitch, grand reporter au Point. Ont-ils apporté la bonne réponse? Alors je vais commencer évidemment parce que c'est facile avec Philippe Cohen, parce que Marianne titre cette semaine Sarkozy, le teckel de Merkel. On aurait pu dire le caniche, mais ça rimait pas. Teckel, c'est beaucoup plus joli. C'est en référence à l'époque où on écrivait le caniche de Bush, voilà. Vous vous rappelez bon, voilà. Le caniche, ça marche. La rime ne marche pas. Oui, mais c'était Blair. Et puis le caniche de Blair, oui, exactement. Non, Blair, le caniche de Bush. Exactement. Bush's Poodle. Voilà. Oui, c'est ça. Mais ouais. Mme Par Merkel contre, n'aurait jamais Merkel, un chien français, c'est évident. Avant de cette dissertation, mais c'est très bien de commencer sur les chiens. Écoutons d'abord, on n'attendait pas en vérité quelque chose sur la création des euro-obligations, les eurobonds. On nous avait dit à l'avance qu'il n'en serait pas question. On a eu des annonces sur un futur gouvernement économique de l'Europe, sur des engagements mais un peu vagues, sur des convergences vers des budgets équilibrés à moyen terme. On a remis sur le devant de la scène cette fameuse taxe sur les transactions financières et Nicolas Sarkozy, c'est peut-être ça qui a enflammé la plume de Philippe Cohen, Nicolas Sarkozy a épousé effectivement ce qui était connu comme le point de vue de Mme Merkel sur les eurobonds. On écoute le président français. Ça consisterait à garantir le triple A à la dette de tous les pays de la zone euro. Cela voudrait donc dire que nous garantirions la totalité de la dette sans avoir la maîtrise de la dépense et de la création de la dette. Les eurobonds, un jour peut-être, on pourra l'imaginer, mais à la fin d'un processus d'intégration européen, pas au début du processus de l'intégration. Ça paraît assez frappé au coin du bon sens, pourtant, Philippe Cohen. Ce qui est frappé au coin du bon sens, surtout, c'est que ce raisonnement est exactement celui des Allemands depuis le début de la crise. Ils peuvent ne pas mal penser, en l'occurrence, non? Non, mais d'accord. Ouais. Mais qu'on ne nous dise pas, comme ça a été un petit peu le cas dans le débriefing des journalistes quelques jours avant la rencontre, vous allez voir ce que vous allez voir, ce qu'on est en train d'imposer aux Allemands, c'est formidable, la taxe, le machin, le truc, les eurobonds, etc. Donc finalement, là, Sarkozy, en l'occurrence, reprend exactement le raisonnement allemand, mais qu'il faut traduire. Le raisonnement allemand consiste à dire, nous ne voulons pas payer pour les PIGS, c'est-à-dire ceux qui font n'importe quoi en économie, c'est-à-dire le Portugal, l'Irlande, PIGS, c'est ça, Portugal, l'Irlande, Grèce et Espagne. Et voilà, et donc par conséquent, puisqu'on ne maîtrise pas le budget de ces 10 pays, et bien par conséquent, ils doivent payer des taux de 10-15% qui sont ingérables, on le sait. C'est-à-dire que non seulement, si vous voulez, cette non-décision de mutualisation de la dette est dramatique par rapport à ces pays, c'est le premier point, mais elle est aussi à terme dramatique pour l'Allemagne, parce que ça se retournera. Oui, mais est-ce qu'on peut mutualiser avant d'avoir fait converger les politiques d'endettement de tous les pays, Anne Bagamay? Moi, je dirais non. Et c'est comme ça que je vois le discours du président de la République. C'est vrai qu'il est plus d'accord avec Mme Merkel qu'avant. Mais en effet, je crois qu'en fin de compte, tous les chefs d'État de la zone euro vont être d'accord avec Mme Merkel sur l'intégration politique de l'Europe. C'est le seul moyen de garantir, si vous voulez, qu'une union financière
peut tenir la route. On voit à quel point ça a convaincu les marchés hier et aujourd'hui. Excusez-moi, mais c'est un fiasco total. Je veux dire, pourquoi ? Parce qu'il y a deux manières d'être inquiété par rapport à la dette. Les investisseurs, ils ont deux manières de s'inquiéter. La première, c'est d'être inquiet, en effet, parce qu'il y a un budget déséquilibré. Il n'y a pas d'équilibre du budget, donc il faut plus de rigueur. Mais la deuxième, c'est qu'il n'y a pas assez de croissance et donc il n'y aura pas assez de recettes. Et pour cette raison-là, les budgets ne seront pas équilibrés. Donc dès à la sortie de cette réunion, immédiatement, il y a eu l'inquiétude sur le défaut de croissance qui a ressurgi. Mais c'est la même inquiétude qu'aux États-Unis, par exemple. La dette, ce n'est vraiment pas la question, c'est vraiment plus la question, c'est la croissance. Il faut gérer la dette et il faut aussi trouver un moyen de stimuler la croissance. Et c'est là la partie de l'équation qui manque. Je ne suis pas sûre que l'Allemagne ne change pas d'avis un jour ou l'autre, parce qu'effectivement, à terme, l'Allemagne n'a pas du tout intérêt à avoir une Europe tellement malade qu'elle ne pourrait plus exporter ses produits sur ses marchés. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que si l'Allemagne change un jour d'avis, elle le fera aussi en y mettant des conditions quant à une gestion sérieuse de l'économie et de la dette. Mais je pense que l'Allemagne peut évoluer sur ce point au nom de ses propres intérêts, simplement parce qu'elle a intérêt à pouvoir continuer à vendre aux autres Européens. En réalité, c'est une question de temporalité. Il y a un point qui m'a intéressé, qui m'a fait tilt dans ce que disait Sarkozy, c'est au début du processus d'intégration. D'où Jésus. Je crois que le traité de Maastricht, c'était 92. Nous sommes donc, si j'en crois le président de la République aujourd'hui en 2011, au début d'un processus d'intégration économique réelle de l'Europe. Il a certainement raison, il a parfaitement raison. La question, c'est le rythme de sénateur, si j'ose dire, auquel avance l'Europe. Et ce sont toujours les mêmes débats. Depuis l'époque Mitterrand-Kohl, l'Allemagne mettant des conditions de bonne gestion, on peut être en désaccord avec ça, des grands équilibres financiers et budgétaires face à la France qui voudrait une intégration politique. Ça a toujours été ce jeu de rôle-là. Le problème, c'est qu'on continue d'avancer de compromis en compromis. Peut-être faudrait-il totalement changer la donne, c'est ce que pense Philippe, mais pour l'instant, on est dans le même paradigme. Et les négociations d'avant l'euro, du gouvernement Jospin, de Strauss-Kahn, face aux conservateurs allemands à l'époque, étaient de la même eau. C'est toujours la même histoire. La question, c'est que le déclin de l'Europe, l'explosion de la dette est allée beaucoup plus vite que la construction méticuleuse, raisonnable et en rapport de force et d'équilibre d'une Europe politique et économique. La différence avec Maastricht, qui prévoit juste une convergence des budgets, mais sans d'ailleurs prévoir de sanctions pour ceux qui s'en écartent, c'est que là, on commence à parler d'un gouvernement économique, c'est-à-dire, mais même si c'est très flou, l'idée quand même de quelque chose d'un peu plus contraignant. Le gouvernement économique peut se réunir deux fois par an. Ce qui n'a aucun sens. Un gouvernement, c'est un gouvernement. Ça n'existe pas. Ce sont des mots. C'est pour ça que c'est d'ailleurs pas le mot qu'emploie Angela Merkel. C'était frappant. J'ai bien regardé, j'ai bien traduit. Elle n'emploie pas ce mot, c'est le vocabulaire français. Lui, il parle d'un gouvernement économique. Elle parle d'une part de gouvernance et de coopération. De coopération, de convergence. Manifestement, il y a deux options. Soit un renversement total des paradigmes de la politique européenne, ce que tu souhaiterais certainement. Pour l'instant, il n'y a pas de majorité politique pour le faire. Si un jour, le SPD allemand remplace Mme Merkel et sont fidèles à ce qu'ils prétendent dire, en convergeant d'ailleurs avec le PS français, il y aura peut-être une autre donne. Pour l'instant, c'est comme ça. Et depuis le début de toute cette histoire, donc les années 80 et 90, nous suivons l'Allemagne parce qu'il n'y a pas d'autre solution politique. Je ne dis pas économique, politique, parce que le rapport de force n'est jamais là. Mais les mots gouvernement économique de l'Europe sont des mots, encore une fois, qu'on retrouvait chez les gaullistes, puis chez les socialistes français, quand ils négociaient avec les conservateurs ou les sociodémocrates allemands. Et à chaque fois, les Allemands disaient oui mais non, et il faudrait avancer. On est de manière intéressante dans cette même négociation, dans ce même équilibre et dans ce même faux-semblant, parce qu'effectivement, quand nous disons gouvernement, ils disent autre chose. Sans compter que ce qu'on nous présente, c'est pas du fédéralisme, c'est un mécanisme intergouvernemental, c'est-à-dire dans lequel, comme toujours en Europe, il faudrait l'unanimité pour prendre des décisions, etc. Il ne faut pas se tromper, je pense que Angela Merkel n'est pas du tout dans une optique fédéraliste, elle est dans une optique intergouvernementale. C'est vraiment sa logique à elle, elle laissait là, parce que je crois qu'il faut les comprendre. Les Allemands sont obsédés
par l'idée qu'ils sont une nation, ce qui est vrai d'ailleurs, une nation de vieux, et qui va au-devant de graves déséquilibres. Je veux dire, pourquoi les Allemands veulent tellement accumuler du capital, avoir un commerce extérieur absolument excédentaire? Parce qu'ils savent que dans 20 ans, ils vont déguster, ils vont se prendre des dizaines de millions de personnes qu'il faudra entretenir avec une jeunesse. C'est pour ça que les Français, quand on est sans arrêt, les journalistes français, notamment en économie, qui comparent les budgets de la France et le budget de l'Allemagne, c'est ridicule. Pourquoi? Parce que, à cause du déséquilibre démographique. Parce qu'on a 2 fois plus de jeunes, c'est 2 fois plus de dépenses. Et parce que d'un autre côté, eux, en plus, ils n'ont pas le nucléaire, nous on l'a. Donc ça fait deux postes budgétaires énormes qui sont à notre charge. Mais en faisant ça, en même temps, on construit l'avenir. Voilà. Alors, il y avait aussi des petites allusions de petite gestion, mais elle aussi, Angela Merkel a ses propres gestions d'agenda politique intérieur. On sent que Nicolas Sarkozy prépare un petit piège des socialistes sur l'histoire de la règle d'or. C'est un gros piège. Voilà. Un peu voyant. Mais... En plus, on a quand même un gouvernement qui ne cesse de dire des bêtises à son opinion en même temps. Je veux dire que quand on entend notre ministre de l'économie prétendre que, mais bien sûr, les prévisions de croissance restent valables, que, mais bien sûr, on n'augmentera ni l'impôt sur le revenu, ni la CSG, ni la TVA, qu'on se contentera de raboter quelques niches fiscales, mais qu'on ne touchera pas dans ces niches fiscales à la TVA sur la restauration et pas non plus à la détaxe sur les heures supplémentaires. Je veux dire, on va où? On a quand même une opinion qui est bien consciente qu'il y a un problème de dette, qu'il va falloir le résoudre et que ça ne va pas pouvoir se faire en rabotant à la marge 2-3 niches fiscales. Bien, alors vous êtes presque d'accord sur ce sujet, on va passer au sujet suivant. Moubarak, vous avez vu ces images très fortes à nouveau de l'ancien, celui qu'on appelle le pharaon en raison de la longévité de son règne, allongé sur sa civière, à la reprise de son procès à nouveau reporté, mais qui semble bien devoir avoir lieu un jour. Procès pour avoir fait tirer sur les manifestants dans les premiers jours. Et puis, dans une espèce d'ironie de l'actualité, la semaine qui avait commencé avec Moubarak se termine avec cette escalade inquiétante entre Israël et les Palestiniens de Gaza, avec cet attentat qui est le plus grave en Israël depuis 3 ans, 8 morts, une vingtaine de blessés, qui a tout de suite conduit à une escalade, représailles, de l'aviation israélienne contre un groupe palestinien, aujourd'hui des tirs de roquettes sur le sud d'Israël. Et on a compris que ce commando terroriste avait profité d'une espèce d'anarchie, au fond, qui règne à la frontière israélo-égyptienne. Voilà, c'est introduit très facilement. Alors on voit là des premières conséquences quand même embêtantes de ces printemps arabes sur la géopolitique régionale, Anne. Oui, ben, je crois que vous avez parfaitement raison d'évoquer le déséquilibre et cette espèce d'anarchie qui a régné en Égypte après le procès Moubarak. On pourrait même demander s'il était une bonne idée, par exemple, de mettre le procès à la télé, parce que c'est ça, effectivement, qui a incité la foule à se manifester de cette façon. Un procès, c'est une sorte de découragement aux autres dictateurs. C'est forcément une bonne chose, mais peut-être que le cinéma autour de ce procès a augmenté le sens qu'il n'y a personne qui gère l'Égypte et en l'absence d'un gouvernement ou d'une gouvernance, pour reprendre le mot de Mme Merkel, les souris peuvent jouer, comme on dit en anglais, the mice can play, dès que le chat est occupé autre part. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment la première fissure dans le mur du printemps arabe, mais c'est peut-être une réponse très particulière à ces circonstances. Oui, moi je crois qu'il faut être tout simplement réaliste. Je veux dire, sur le procès, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais pour le reste, quand il y a une révolution, il y a forcément une certaine insécurité qui règne, et ces Palestiniens ont sans doute profité effectivement de l'insécurité et des facilités de le terrain pour se déplacer, mais on ne peut pas renverser une dictature après des années et des années de pouvoir unique et puis espérer que tout va rentrer comme par magie dans l'ordre et qu'on va faire de la démocratie à la Westminster du jour au lendemain. C'est forcément difficile, ce genre de situation. Je connais mieux la Tunisie que l'Égypte, mais il est évident qu'on passe par des périodes de transition qui sont difficiles, y compris sur le plan de la sécurité. Et c'est un peu inévitable. Mais la Tunisie n'est pas dans une région qui est quand même non, très... c'est dans une région dont beaucoup plus calme. C'est plus calme. La géopolitique est
pèse beaucoup moins. Mais d'autre part, je crois qu'il faut être conscient aussi que ces révolutions arabes vont amener des gouvernants qui vont devoir tenir compte davantage de leurs opinions dans leur prise de décision. Là, je ne parle pas d'actes terroristes, mais dans leur prise de décision. Et qu'ils vont devoir, par conséquent, très probablement avoir une attitude plus pro-palestinienne ou plus ferme vis-à-vis d'Israël. Et même dans la calme Tunisie, on l'a vu récemment avec le débat sur la Constitution, puisqu'une disposition du texte provisoire, puisqu'il va y avoir une constituante, et ce texte pour l'instant n'est qu'un projet, mais une disposition bannit les relations avec l'État d'Israël, ce qui serait une première en Tunisie. Donc je crois qu'il faut s'attendre, oui, à un certain durcissement. Une forme de populisme arabe peut-être. Si on veut, une sorte de... Il faut savoir que la cause palestinienne est quelque chose qui compte énormément dans les opinions arabes, et qu'à partir du moment où vous avez au pouvoir des gouvernants qui, parce qu'ils sont élus démocratiquement, parce qu'ils tiennent leur pouvoir des urnes, doivent davantage tenir compte de leurs opinions que des dictateurs qui pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient puisqu'ils tenaient tout avec leur police, forcément, surtout quand on ne sait plus comment répondre aux besoins des gens sur le plan économique, on a la cause palestinienne et par ailleurs, en plus, quand ça va mal sur le plan économique, effectivement, on peut satisfaire... c'est un exutoire. Mais voilà, je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, être complètement réaliste. Les révolutions arabes, ça aura aussi ce genre de conséquences. Il me semble quand même que... Bon, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui doit faire penser rétrospectivement que quand même que d'occasions ratées à cause de la droite israélienne par rapport à l'avancée vers la paix. Donc ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la situation est beaucoup plus complexe. Mais en l'occurrence, ce que je constate, moi, là, dans le contexte actuel, c'est que finalement, on était en train d'avancer vers la voie diplomatique, puisque la création d'un État palestinien semble être plus ou moins dans les tuyaux ces dernières semaines, on en parlait, et c'est juste à ce moment-là que les Palestiniens, ou une partie des Palestiniens en tout cas, se lancent dans une sorte de terrorisme nouveau, si vous voulez, qu'il est vraiment nouveau. Nouveau, disons, le CPR, etc. On n'a pas tellement eu jusqu'à présent, puisque alors évidemment, je sais qu'ils ont refusé de valider, ils ont dit que c'était pas eux, mais enfin bon, il semble qu'ils soient quand même assez désignés. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il semble bien qu'une partie, en tout cas du mouvement palestinien, semble vouloir absolument éviter la création d'un État qui les mettrait probablement en danger, ou en tout cas devant leurs responsabilités, ce qu'ils ne veulent pas. Oui, et je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Après, ça va être la pause. Il y a deux sujets. Il y a les besoins politiques des peuples. En Israël, le mouvement de révolte sociale dit mouvement détente. Pour la première fois, la classe moyenne et la classe populaire israélienne bougeaient pour des raisons sociales comme dans un pays entre guillemets normal. Il y a le besoin de démocratie dans le monde arabe. Il est intenable. On ne pourrait pas dire à l'opinion publique égyptienne, ouais les gars, il fallait garder une dictature pour protéger la seule démocratie de la région, qui par ailleurs se conduit très très mal avec les gens de Gaza. Donc ça n'est pas tenable. Voilà, il y a d'une part des questions politiques de fond dites normales, le besoin de démocratie en Égypte, je ne sais pas s'il sera résolu, le besoin social en Israël, j'ignore s'il sera résolu, et ce n'est pas spécifiquement la ligne du gouvernement Netanyahou, et à côté, cette question de la paix ou de la guerre, du refus d'Israël d'un État palestinien, d'une marmite qui est ces territoires palestiniens qui sont toujours prêts à exploser. Il n'y a absolument rien de spécifiquement étonnant à voir des attentats palestiniens venus de Gaza en Israël. L'occasion fait le larron. Je vous rappelle quand même qu'il y avait des bombardements du sud d'Israël depuis Gaza avant que l'Égypte devienne une supposée démocratie. Donc la sécurité n'était pas assurée pour autant. On marque une pause, autrement dit, vous dites la politique d'un côté et la question sécuritaire aux Israéliens de trouver la réponse éventuellement avec ce qui reste en Égypte d'interlocuteurs pour la question de Non, avec les Palestiniens. Les Israéliens résoudront la question palestinienne avec les Palestiniens, pas par un dictateur égyptien ou autre. Merci, on marque une pause, on se retrouve pour la deuxième partie du débat dans quelques instants.